Que se passait-il dans la vie de Hayden Panettiere avant sa mort? Qu'a dit son petit ami, Brian Ickerson, avec qui elle s'était séparée puis remise à plusieurs reprises, et qui aurait été présent sur les lieux quelques mois plus tôt? Son frère vient également de partager sa version de cette journée. Nous voulons analyser les dernières apparitions, déplacements et déclarations de l'actrice avant sa mort, alors que les enquêteurs reconstituent ce qui s'est passé. Bienvenue dans Sidebar présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Je veux revenir sur l'enquête, en particulier la chronologie, la séquence des événements qui ont conduit à la mort prématurée de Hayden Panettiere, car nous avons des détails supplémentaires dont nous allons parler. Et je veux rappeler ce qui s'est passé ici, d'accord? L'actrice de 36 ans a été retrouvée inconsciente et en arrêt cardiaque le dimanche 16 août. Cela s'est passé dans un appartement où elle séjournait temporairement, apparemment cet Airbnb à Greenville, en Caroline du Sud. Selon le bureau du coroner du comté de Greenville, vers 13h51, un appel au 911 a été reçu signalant un arrêt cardiaque au 701 Islay Bridge Road à Greenville. Les premiers intervenants et les services médicaux d'urgence sont arrivés sur les lieux. Ils ont trouvé une femme en arrêt cardiaque. Le personnel des services médicaux d'urgence a commencé une réanimation cardio-pulmonaire avancée. Cependant, ces tentatives de réanimation n'ont pas abouti et la personne a été déclarée décédée à 14h32. Et voici en fait un extrait de cet enregistrement des communications du central. Ici, KNU 1, agent 2, intervention pour un arrêt cardiaque. Justin Millwalk, September 1, East Liberty Drive, appartement, 1209. September 1, East Liberty Drive, appartement, 1209. KNU UN, engine 2, intervention pour un arrêt cardiaque. Justin Millwalk, 701 East Liberty Drive, appartement, 1209. 701 East Liberty Drive, appartement, 1209. 701 Medic 29, en route. Patient, Medic 29, Easley Bridge Road, overdose, CPR, Farndars. Vous entendez le terme overdose, n'est-ce pas? Maintenant, pour être clair, nous ne savons pas encore exactement ce qui s'est passé. Il a été rapporté que, bien qu'une autopsie n'ait trouvé aucun signe de traumatisme ayant contribué à la mort de Hayden, la cause officielle et les circonstances de son décès n'ont pas encore été déterminées. Parce que les autorités, les responsables, attendent les résultats toxicologiques, ce qui pourrait prendre un certain temps. Maintenant, nous avons également appris que, selon les rapports, l'actrice de Heroes, son compagnon, avec qui elle entretenait une relation en dents de scie, Brian Ickerson, et son frère Zach étaient sur les lieux et ont passé l'appel au 911. CNN rapporte que le rapport de police indique qu'un officier a interrogé les frères, le rapport de police disant, je cite, « J'ai parlé avec Zach Ickerson. Tout d'abord, il a précisé qu'il s'agissait de la petite amie de son frère. Maintenant, si cela est important en raison du statut de la relation, nous en parlerons. » Mais d'ailleurs, ce rapport qui circule en ligne suggère également que l'officier a parlé avec Brian aussi. Mais une grande partie du contenu de cette conversation, ou de ces conversations, a été caviardée. Elles sont noircies. Maintenant, il y a autre chose que je veux mentionner à propos de ce rapport. Il indique que les officiers ont observé que Zach était, je cite, « très ému pendant que les secours s'occupaient de Hayden. » Brian n'a montré de l'émotion que lorsque les secours l'ont déclaré officiellement décédé. À vous d'en tirer vos conclusions. Les gens réagissent différemment selon les situations, mais cela a apparemment été noté dans le rapport. Maintenant, CNN rapporte également que Brian Ickerson aurait montré aux policiers un sac de médicaments dans cet appartement. Cela figure aussi dans le rapport. Mais maintenant, et c'est important, c'est nouveau, Zach a apparemment parlé à TMZ et a donné plus de détails sur ce qui se serait passé. Parce que selon TMZ, Zach affirme que son frère, Brian, a administré du Narcan à Hayden Panettiere après qu'ils l'ont trouvée inconsciente ce jour-là. Maintenant, réfléchissons un instant à la chronologie, d'accord? Il a également été rapporté que Brian Ickerson et Hayden ont voyagé ensemble la veille de sa mort. Maintenant, je vais revenir dans un instant sur leur histoire tumultueuse qui s'étend sur presque 10 ans. Mais pour vous donner une chronologie, d'accord, c'est important, parce que selon E-News, les deux ont voyagé de Los Angeles à la Caroline du Sud le 15 août. Zach aurait déclaré à TMZ qu'il n'avait pas eu de nouvelles d'eux, qu'il était allé à l'église ce matin-là, qu'il envoyait des messages à Brian, qu'ils avaient prévu de déjeuner ensemble et de jouer au golf en salle, mais qu'il n'a ensuite plus eu de nouvelles. Selon lui, il se rend à cet Airbnb de Greenville, encore une fois ce jour-là, le 16. Frappe à la porte. Sur cette chaîne, nous parlons de crime, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email,
Votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetés et vendus en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent. Lui se réveille d'une sieste et c'est à ce moment-là qu'il trouve Hayden inconsciente. Et Brian lui aurait administré du Narcan. Ce médicament est utilisé pour traiter une overdose d'opioïdes. Voici une citation de Zach à TMZ. J'ai frappé fort, ce qui a apparemment réveillé Brian d'une sieste qu'ils faisaient tous les deux, sur le canapé-lit dans le salon. Quand nous sommes entrés et avons essayé de réveiller Hayden pour le déjeuner, nous avons réalisé qu'elle était inconsciente. J'ai immédiatement appelé le 911 et Brian lui a administré du Narcan. Nous avons ensuite pratiqué la RCP ensemble pendant que le 911 était sur haut-parleur, jusqu'à l'arrivée des pompiers et des secours. À ce moment-là, nous avons regardé pendant qu'ils essayaient toutes les mesures possibles pour lui sauver la vie. Maintenant, encore une fois, c'est apparemment sa version des faits. Zach dit qu'il y avait beaucoup de suppositions, de spéculations et d'accusations qui circulaient actuellement. La vérité finira par sortir lorsque les autorités auront terminé et publié des détails supplémentaires de l'enquête. Et c'est important, car les personnes qui aimaient et adoraient Hayden méritent de connaître la vérité. Je suis plus que bouleversé et dévasté par cette perte tragique et traumatisante. Hayden était l'une de mes amies les plus chères et les plus proches, que j'ai aimée et dont je me souciais pendant les 8 dernières années. Par respect pour ses proches, les spéculations et le sensationnalisme autour de sa mort doivent cesser jusqu'à ce que les faits puissent être révélés par l'enquête. TMZ a également rapporté que des sources des forces de l'ordre leur ont indiqué que les autorités enquêtaient pour savoir si un crime avait été commis, principalement parce que la mort de Hayden était si inattendue. Les forces de l'ordre mènent leur enquête en même temps que le médecin légiste. Et puis, si on ajoute à cela les reportages de plusieurs médias comme Fox, CNN, le New York Times, la DEA, l'administration de lutte contre la drogue, les autorités fédérales ont rejoint l'enquête, dont je parlerai un peu plus tard. Revenons à la chronologie, d'accord? L'une des dernières fois où nous avons vu Hayden Panettiere en public, c'était apparemment à l'aéroport de LaGuardia. C'était en mai dernier. Cela a également été rapporté par TMZ. Et on lui a demandé, alors qu'elle entrait dans l'aéroport avec une amie, à propos d'un autre événement qui s'est produit cette année. Tu sais ce qui s'est aussi passé cette année? Ses mémoires sont sorties. This is me, a reckoning. Maintenant, à l'aéroport, elle a un peu esquivé les questions. Elle a souri brièvement. On lui a demandé au sujet de sa description dans le livre, où elle raconte avoir essayé des champignons hallucinogènes pour la première fois pendant le tournage de Scream 4. Et puis, on lui a aussi posé des questions sur un incident sur un yacht. C'est parce que ce même mois, en mai, elle est allée sur le podcast On Purpose with Jay Shetty, où elle affirme qu'un soir, elle était sortie, elle s'amusait. Elle est montée sur un bateau avec des amis. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle avait été, je cite, guidée par quelqu'un en qui elle avait appris à avoir confiance et qu'elle voyait comme un protecteur. Quelqu'un qui veillait sur elle. Qu'elle avait été conduite en bas des escaliers dans une, je cite, toute petite pièce. Elle m'a physiquement mise dans le lit à côté de cet homme dévêtu qui était très célèbre. Il n'y avait aucun moyen de sauter et de s'enfuir à la nage, et il n'y avait personne qui allait faire preuve d'empathie envers ma situation. J'ai compris que ce n'était rien de nouveau pour eux. Voilà ce qu'on lui a demandé à l'aéroport seulement quelques mois avant sa mort. Maintenant, Hayden a été assez ouverte sur les difficultés, les tourments, le drame de sa vie. Cela comprenait le fait de souffrir de dépression postpartum et de problèmes d'abus de substances. Tout cela est arrivé après la naissance de sa fille, Kaya, en 2014. Elle a eu sa fille avec son ancien fiancé et boxeur, Vladimir Klitschko. Et il semble, à la lumière de ce qu'elle traversait, qu'en 2018, elle a envoyé Kaya vivre avec Vladimir Klitschko en Ukraine, disant que c'était, je cite, la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Ajoutant, je cite, mais je voulais être une bonne mère pour elle. Et parfois, cela signifie les laisser partir. Et ce n'est que quelques années plus tard qu'il y a eu une autre tragédie horrible dans sa vie, en 2023.
C'est à ce moment-là que son frère, Jansen, est décédé à seulement 28 ans, d'une hypertrophie du cœur avec des complications de la valve aortique. Hayden a dit à Jay Shetty dans ce podcast, « Il n'y a rien dans ma vie qui ressemble à la perte de mon autre moitié. Nous étions tellement proches, et en tant qu'aîné, c'est ton rôle de les protéger et de veiller sur eux. Et ne pas pouvoir le faire, le mot déchirant ne suffit même pas à décrire ce que c'est. » Donc, vous commencez juste à comprendre ce qu'elle a traversé ces dernières années, alors que nous essayons d'examiner les circonstances entourant sa mort. Et une grande partie de la conversation maintenant, ainsi qu'une grande partie de l'attention portée à sa chronologie, porte également sur sa relation controversée avec la personne que j'ai mentionnée précédemment, Brian Hickerson. Plus précisément, violence conjugale, qu'elle a racontée dans ses mémoires, en disant, je cite, « Ce que je ne leur ai jamais dit, c'est que les violences que j'avais subies ne me semblaient pas aussi terribles que l'idée d'être seul. Une nuit, il m'a tellement amoché le visage que je ne suis pas sorti de la maison pendant des semaines. » Et c'est là qu'elle fait simplement référence à un certain Brian. On n'oublie jamais la première fois qu'on se fait gifler, ni la dernière. En 2019, Hickerson est inculpé en Californie pour un chef d'accusation criminel de blessures infligées à un conjoint, à un concubin, à un fiancé, à un petit ami, une petite amie ou l'autre parent de son enfant. En 2021, dans le cadre d'un accord de plaidé coupable, Hickerson est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation criminels pour avoir blessé un conjoint, un cohabitant, un fiancé, une petite amie, un petit ami ou un parent d'enfant, en lien avec les incidents survenus en 2019. Ceci selon le bureau du greffier de la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Et il serait condamné à 4 ans de probation sous contrôle judiciaire. Ceci selon le bureau du greffier. En août 2022, Hickerson a de nouveau été condamné à plusieurs années de probation pour avoir violé sa probation. Et il a été obligé de suivre un programme d'1 an de prise en charge des violences conjugales, d'assister à des réunions des alcooliques anonymes et de suivre des dizaines de séances de gestion de la colère. Tout cela selon les dossiers du tribunal. Il a apparemment aussi essayé de faire réduire ses condamnations pour crimes en simple délit, sans succès. Apparemment, il a même tenté de le faire encore le 13 août. C'est selon les dossiers du tribunal, mais encore une fois, il n'a pas réussi. The Hollywood Reporter s'est entretenu avec une Mia Tarassas, qui affirme avoir été la voisine de Hayden Panettiere à West Hollywood. Et elle dit qu'elle a appelé le 911 au moins une demi-douzaine de fois pour signaler des incidents. Et elle affirme avoir absolument vu des signes de violence conjugale, déclarant aux médias, je cite, « Je l'ai vu partir sur une civière. » Brian était juste à côté d'elle, et je lui ai demandé si elle allait bien. Et il m'a semblé qu'elle avait subi un certain type de traumatisme qui ressemblait à des coups. Il était évident qu'elle était terrifiée. Page Six a rapporté qu'une affiche au sujet de Brian Hickerson avait été affichée par l'association des copropriétaires de l'immeuble de Hayden à West Hollywood en août 2025, donc il y a 1 an, incitant les voisins de Hayden à appeler la police s'ils voyaient Hickerson, en écrivant qu'il a, je cite, « été vu en train de pénétrer illégalement dans les parties communes et les couloirs. Veuillez ne pas lui accorder l'accès à l'immeuble. » Et puis ceci est arrivé, chronologiquement, d'accord? Mai 2026. Donc, on part du moment où les mémoires sont publiées. Quelques mois avant la mort de Hayden, Brian Hickerson lui-même accorde une interview à Charlie Neff de TMZ. Il a dit, entre autres, que les mémoires parlent d'elles-mêmes, qu'il comprend si les gens sont en colère contre lui parce qu'il admet avoir été arrêté pour violence. Hayden a raconté comment, vous savez, à un moment donné, il avait beaucoup bu, comment il a été arrêté, qu'il a été violent avec elle, qu'il a eu des occasions de s'excuser. Il a même dit, je cite, « Nous n'avons pas eu un très bon passé, n'est-ce pas ?» Il s'est même souvenu d'une histoire où il a affirmé qu'il avait un téléphone à la main et a dit à Hayden, « Je te donne 10 secondes pour courir avant que je te le jette dessus. » Il a répété lors de cette interview qu'à l'époque, la relation était basée sur le respect mutuel et qu'il garde toujours une place spéciale dans son cœur. Pour elle, il pense encore à l'épouser, même s'il a dit qu'elle ne ressent probablement pas la même chose. Il a des regrets, il travaille sur lui-même, il travaille avec l'acteur Shia LaBeouf dans un groupe des alcooliques anonymes. Il a même dit que cet acteur lui avait sauvé la vie, mais a parlé en même temps des abus. Je cite, « Les gens font ça tout le temps. Tu crois que je suis le seul à avoir fait ça? » Non. C'est donc intéressant d'entendre cela en mai, puis de penser à ce qui s'est passé entre eux, et ensuite à sa mort. Parce que le New York Times rapporte qu'il y a seulement quelques mois, Hayden Panettiere aurait engagé des agents de sécurité pour tenir Brian Hickerson à l'écart. Maintenant, je dois être clair sur quelque chose, d'accord? Personne n'a été accusé d'un crime ici. Personne n'a été inculpé d'un crime ici, de quelque manière que ce soit, malgré ce que vous voyez en ligne, malgré les spéculations, les rumeurs, les insinuations ou quoi que ce soit d'autre. Pour être clair, personne n'a été accusé d'avoir commis un crime en lien avec le décès de Hayden Panettiere. Maintenant, l'autre jour, j'ai eu l'occasion de parler avec Matt Irvine,
un détective à la retraite, et je lui ai parlé. À propos de ce à quoi nous devrions nous attendre ici, de certains aspects de cette enquête, de ce à quoi nous devrions faire attention, et pourquoi la DEA est impliquée. Regardez. Pourquoi faire intervenir la DEA? Oui, c'est une question très intéressante parce que la DEA ne s'implique généralement pas dans des affaires qui semblent être des overdoses suspectées, même s'il y a éventuellement des soupçons d'actes criminels. Je m'attendrais à ce que la raison pour laquelle la DEA est impliquée, c'est qu'elle pense que les substances qui ont pu contribuer à la mort de Hayden Panettiere euh, pourraient être liées à une personne ou à une organisation qui fait déjà l'objet de leur enquête. Eh bien, la DEA dispose de ressources énormes. Elle a une capacité médico-légale considérable. Et c'est clairement une affaire où il semble qu'ils examinent déjà les communications, qu'ils analysent les appareils. La DEA, si elle a déjà une personne ou une organisation sous enquête, dispose de beaucoup de renseignements sur cette cible qu'elle peut exploiter pour soutenir cette enquête. Je ne connais pas la loi en Caroline du Sud concernant la possibilité d'inculper quelqu'un d'homicide pour avoir causé la mort d'une autre personne en fournissant des substances illicites, mais c'est certainement une possibilité. Et l'affaire Matthew Perry serait l'exemple le plus célèbre. Quand j'ai dit que les autorités enquêtent pour savoir si un crime a été commis, s'il y avait une forme d'illégalité, surtout parce que sa mort a été si soudaine, qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils font? Qui interrogent-ils? Comment cela fonctionne-t-il pour essayer de déterminer si un crime a été commis? Eh bien, il y a plusieurs façons dont un crime pourrait être impliqué ici. Je veux dire, ce n'est certainement pas anodin qu'elle soit morte en compagnie de Brian Hookerson, qui a été condamné pour violence aggravée contre elle. Quand des femmes meurent, quand elles sont assassinées, c'est très souvent par des partenaires intimes. Donc, absolument, cette possibilité doit faire partie de toute enquête officielle, au-delà de toute culpabilité possible de M. De la part de M. Hickerson, il y a la question de savoir, encore une fois, si c'est un cas où elle est morte parce qu'on lui a fourni une sorte de substance illicite. D'où viennent ces substances? Et est-il possible de tenir pénalement responsable là où les personnes qui lui ont fourni ces substances? Donc, il y a vraiment deux aspects à considérer en matière de criminalité. L'implication possible du partenaire intime ou d'autres personnes qui étaient effectivement présentes au moment où elle a potentiellement fait une overdose. Et puis, un cran plus loin, d'où viennent ces substances? Et la personne ou l'organisation qui a fourni ces substances peut-elle être tenue pénalement responsable? Mais pourquoi les autorités disent-elles d'abord qu'il n'y a pas de traumatisme, pas de circonstances suspectes, aucune preuve d'acte criminel? Qu'est-ce qui les amènerait à dire cela? Et comment concilier cela avec les nouveaux rapports selon lesquels ils enquêtent pour s'assurer qu'aucun crime n'a été commis? Eh bien, les deux choses sont possibles. Lorsqu'ils disent qu'il n'y a aucune preuve d'acte criminel, aucun traumatisme, cela suggère simplement qu'il n'y avait aucun signe qu'elle ait été battue, poignardée, abattue ou tuée violemment d'une manière ou d'une autre. Cela ne signifie pas que sa mort, qu'il s'agisse d'une overdose accidentelle ou de quelqu'un lui ayant intentionnellement fourni suffisamment de drogue pour la tuer, n'est pas un crime distinct. Donc, la scène initiale ne semblait apparemment pas montrer une mort violente. Cela ne veut pas dire que la mort n'est pas potentiellement un homicide. Pour être clair, encore une fois, je vais le répéter, personne n'a été inculpé d'un crime, personne n'a été accusé d'avoir commis un crime, personne n'a été accusé d'avoir commis un crime en lien avec la mort de Hayden. Cependant, de manière générale, comment sauriez-vous si quelqu'un a intentionnellement fait faire une overdose à quelqu'un, l'a piégé ou a trafiqué quelque chose? Ou, je veux dire, quelles pourraient être certaines preuves potentielles dans ce cas? Encore une fois, ils examinent de près les communications et cela pourrait révéler un plan, soit un plan de sa part, potentiellement de prendre la substance A alors que les analyses toxicologiques montrent finalement qu'elle est morte d'une ingestion de la substance B. Cela pourrait suggérer que quelqu'un lui a donné quelque chose qu'elle n'avait pas l'intention de prendre, pour lequel elle n'avait pas de tolérance, et qui était potentiellement beaucoup plus mortel que ce qu'elle avait prévu d'ingérer. Si cela a été fait intentionnellement, cela pourrait constituer un crime. Il est également possible, encore une fois, que les personnes qui étaient avec elle n'aient eu aucune connaissance du fait qu'elle ingérait quelque chose qui pourrait potentiellement être fatal. Mais la personne ou l'organisation qui a fourni ces substances savait ou aurait dû savoir qu'on lui donnait quelque chose qui pourrait la tuer. Et encore une fois, si vous procurez de la drogue, surtout à notre époque, et particulièrement si vous êtes une célébrité,
Vous n'allez pas dans un coin louche. Vous le faites probablement par le biais de communication électronique. Laissez-moi vous demander ceci. Donc, tout se résume au test toxicologique, au rapport toxicologique, n'est-ce pas? Je veux dire, en quoi consistent ces tests? Combien de temps cela prend-il? Et comment allons-nous connaître les résultats? J'imagine, encore une fois, je ne connais pas les pratiques en Caroline du Sud, mais j'imagine qu'une fois que les analyses toxicologiques sont terminées, ce rapport devrait être accessible au public, tout comme les rapports d'autopsie le sont généralement. L'exception serait s'il y a une enquête criminelle en cours et qu'il y a une raison de garder ces résultats secrets, soit parce qu'ils ne veulent pas alerter les personnes visées par l'enquête ou parce qu'ils ont l'intention de présenter les résultats à un grand jury et ne veulent pas compromettre ce processus. Si l'une de ces choses est vraie, il pourrait s'écouler un certain temps avant que nous le découvrions, afin de protéger l'intégrité de l'enquête. Et de manière générale, est-ce qu'il faut du temps pour obtenir les résultats de ces tests? Est-ce qu'il faut un certain temps pour qu'il puisse faire une évaluation complète de ce qu'il y avait dans son organisme? C'est généralement une question de semaines. Bon, encore une fois, ils peuvent accélérer les choses et le processus en lui-même ne prend pas trop de temps. C'est juste une question de savoir quelle est leur procédure pour faire passer le dossier en priorité, pour le dire simplement, dans une affaire très médiatisée. D'accord. Nous allons suivre de près ce qui se passe ensuite ici, sur Sidebar. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Comme toujours, veuillez vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre, retrouvez-moi sur X, Instagram et dans mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine tout le monde.